Leon Draisaitl veut gagner la Coupe Stanley avec les Oilers d'Edmonton, mais il vient pratiquement de s'assurer que ça n'arrivera pas en devenant le joueur le plus payé de la Ligue nationale de hockey. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Leon Draisaitl devait devenir agent libre sans restriction le 1er juillet 2025. S'il l'était devenu, il aurait définitivement été le joueur à atteindre l'autonomie complète le plus convoité depuis John Tavares en 2018. Il y a Steven Stamkos qui l'a été cet été, mais Stamkos n'est plus à l'apogée de sa carrière comme l'était Tavares en 2018, comme l'aurait certainement été Leon Draisaitl à l'été 2025 s'il avait atteint la pleine autonomie. 8 ans, 112 millions de dollars, salaire moyen de 14 millions par saison. Draisaitl va donc devenir en 2025-2026 le joueur le plus payé de la Ligue nationale de hockey, titre qu'il devrait avoir en théorie pour une saison parce que son coéquipier Connor McDavid va devenir agent libre l'année d'après et donc devrait signer pour plus, on s'entend. Le DG des Oilers, Stan Bowman, qui a déclaré par voie de communiqué que Draisaitl est dédié à ramener la Coupe Stanley à Edmonton, ce qui lui a valu une pluie de commentaires sur les réseaux sociaux comme quoi ça n'arrivera jamais parce que Draisaitl a vraisemblablement refusé de prendre moins d'argent pour rester à Edmonton. Et honnêtement, je suis en complet désaccord avec les personnes qui pensent ça. Je vous explique pourquoi dans la présente vidéo. Tout juste avant d'aller là, par contre, comme d'habitude, si jamais ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, laisse une mention j'aime sur la vidéo et encore mieux, dépose un commentaire, laisse-moi savoir si tu es en accord ou en désaccord avec ce qui est mentionné dans la vidéo. Avant de se demander si Leon Draisaitl aurait dû laisser de l'argent sur la table pour rester avec les Oilers d'Edmonton et permettre à l'équipe d'être plus compétitive dans les prochaines saisons, est-ce que Draisaitl va être trop payé pour son prochain contrat? C'est la première question sur laquelle on va se pencher. Depuis qu'il est entré dans la Ligue nationale de hockey en 2014-2015, Draisaitl est le troisième meilleur pointeur du circuit, derrière Connor McDavid et Nikita Kucherov. Il est d'ailleurs à égalité aussi avec Nathan MacKinnon pour le nombre de points par match durant cette séquence. MacKinnon en point total est tout juste derrière Draisaitl au 4e rang. C'est indéniable que Draisaitl et McDavid forment le duo offensif le plus dévastateur de la Ligue nationale de hockey et devrait continuer de l'être pour encore au minimum quelques saisons. À 14 millions, Leon Draisaitl occupera donc 15,91% de la masse salariale des Oilers d'Edmonton. Connor McDavid, au moment où il a signé son contrat, occupait 15,72% de la masse des Oilers. Nathan MacKinnon, 15,09%. Et la véritable aubaine, c'est Nikita Kucherov du Lightning de Tampa Bay qui occupait, au moment de sa signature, 11,66% de la masse du Lightning de Tampa Bay. Ce qui nous amène à un premier élément, l'avantage des équipes dans les fameux États où il n'y a pas de taxes. Pour avoir travaillé environ 8 ans à la radio sportive à Montréal et avoir côtoyé d'anciens joueurs, d'anciens DG, des agents actuels de la Ligue nationale de hockey et également avoir interviewé des fiscalistes au sujet des fameuses équipes dans des situations où il n'y a pas d'impôt d'État, comme les deux équipes de la Floride ou encore les Golden Knights de Vegas. Les Stars de Dallas sont également une formation dans cette situation-là. J'en arrive à la conclusion suivante. Tout le monde se contredit. Blague à part, ce que je veux dire par là, c'est qu'en apparence, bien sûr, c'est tout simple. Il y a un avantage pour ces équipes-là, mais ce n'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte. Lesquels? Entre autres, ces deux-ci. D'abord, les équipes qui évoluent pour les formations canadiennes sont payées en dollars américains et bien sûr, vivent au Canada. Ils ont donc un avantage sur leur dollar. À titre indicatif, donc, Carey Price faisait 10,5 millions de dollars américains. Si on convertit en canadien, ça lui donne un peu plus d'argent dans le marché montréalais. Également, tous les marchés ne sont pas les mêmes en termes de coût de la vie. À titre indicatif, jouer pour les Rangers de New York, devoir vivre à Manhattan ou dans la grande région new-yorkaise, bien sûr, ça coûte beaucoup plus cher que, par exemple, vivre à Ottawa. Mais Julien Brisebois lui-même, cet été, en entrevue à l'ouverture du marché des joueurs autonomes, a dit qu'il croyait que la situation de son équipe était avantageuse pour lui lorsque venait le temps de négocier des contrats. Qui suis-je pour contredire le DG du Lightning lui-même? Mais sachez bien sûr que les joueurs de la Ligue nationale de hockey engagent comptables, fiscalistes, ont des conseillers qui leur aident bien sûr à maximiser le dollar qu'ils reçoivent de leur contrat. Mais oui, au final, pas mal plus simple que ça quand tu n'as pas à faire de petits calculs comptables et simplement te retrouver à payer moins d'impôts. Bref,
Effectivement, Nikita Kucherov est sur un contrat beaucoup plus avantageux pour le Lightning de Tampa Bay et on peut en partie remercier la situation de Tampa et de l'État de la Floride pour ça du côté du Lightning. À McKinnon, Kucherov et McDavid, on peut également ajouter Austin Matthews qui est un joueur de la trempe de Leon Draisaitl et lorsqu'il a signé sa plus récente prolongation de contrat avec les Maple Leafs de Toronto, Austin Matthews occupait 15,06% de la masse salariale de Toronto. Bref, Leon Draisaitl est-il surpayé? En termes de ce qu'il offre comme production sur la patinoire, non. Les statistiques démontrent qu'il est dans le bon échelon. Ceci étant dit, il est à la fin vingtaine. Son contrat va se poursuivre passer la mi-trentaine. Est-ce que sa production va baisser au fil de son contrat? C'est probable. Peut-être que plus tard sur son contrat, il va rapporter moins pour les Oilers d'Edmonton par rapport à ce qu'il est payé. L'avenir nous le dira. Mais à court et moyen terme, d'un point de vue strictement hockey, je pense pas qu'on peut dire que Leon Draisaitl est trop payé. Maintenant, penchons-nous sur le commentaire qui revient beaucoup depuis l'annonce du contrat. Leon Draisaitl est égoïste et il aurait dû laisser de l'argent sur la table pour permettre aux Oilers d'être plus compétitifs lors des prochaines saisons et d'aller gagner 1, 2, 3 Coupes Stanley. Peu importe. Je vais être honnête avec vous, je pensais que les Panthers de la Floride, gagnants de la Coupe Stanley et finalistes l'année d'avant, allaient avoir mis un terme à cette fameuse trame narrative comme quoi les équipes qui ont des joueurs parmi les mieux payés de la Ligue ne peuvent pas gagner la Coupe. Pourquoi? Mais regardons les 3 joueurs les mieux payés des Panthers de la Floride. D'abord, Alexander Barkov, 10 millions de dollars, Sergei Bobrovsky, 10 millions et Matthew Tkachuk, 9,5 millions. Petit calcul rapide de gars qui a fait ses 5,36, 29,5 millions de dollars pour ces 3 joueurs-là chez les Panthers. La saison dernière, donc, alors qu'on a gagné la Coupe Stanley, ça représentait 35,3% de la masse salariale des Panthers. Si on regarde du côté des Oilers, la première année où Leon Draisaitl va être sur ce faramineux contrat, bien lui, Connor McDavid et Darnell Nurse, les 3 joueurs les mieux payés des Oilers d'Edmonton représenteront 38,4% de la masse salariale de l'équipe. Ça, c'est si on se base sur les chiffres avancés par Elliot Friedman dans le 32 Thoughts podcast un peu plus tôt cet été, comme quoi le plafond en 2025-2026 devrait tourner aux alentours de 93 millions de dollars. Donc, ce n'est pas significativement plus que le trio des Panthers de la Floride, trio, je vous le rappelle, qui a atteint 2 finales de la Coupe Stanley. Par contre, à ce trio devra s'ajouter le probable salaire d'Evan Bouchard, qui sera agent libre avec restriction à la fin de la présente saison. Et également, ce sera pour une seule saison seulement parce que, comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, Connor McDavid va lui aussi devoir renégocier son contrat. Et s'il reste avec les Oilers d'Edmonton, la grande question, c'est est-ce qu'il va prendre simplement une augmentation, entre guillemets, d'inflation, donc continuer d'occuper le même pourcentage sous le plafond salarial en bénéficiant d'une augmentation proportionnelle à celle du plafond salarial, ou si McJesus va vouloir dire je suis le meilleur joueur de hockey au monde et je mérite plus d'argent que tout le monde de façon significative, ça va être la première chose à surveiller. À titre indicatif également, je suis retourné voir le fameux trio des Penguins de Pittsburgh, Evgeny Malkin, Sidney Crosby et Christopher Le Temps, alors qu'ils étaient à leur apogée lorsque les Penguins de Pittsburgh ont gagné 2 Coupes Stanley consécutives en 2016 et 2017. Pour combien comptaient-ils sous le plafond salarial, les 3 amigos? Eh bien, on parlait de 35,6% en 2016 et 34,8% en 2017. Donc, encore une fois, c'est légèrement moins que ce que les Oilers vont payer le trio McDavid, Nurse, Draisaitl lors de la première année du contrat de celui-ci, mais pas de façon significative. Bref, ma conclusion est la suivante. C'est tout à fait possible pour les Oilers d'Edmonton de gagner une Coupe Stanley, même si Leon Draisaitl et Connor McDavid sont payés à leur juste valeur. Les deux ont démontré saison après saison qu'ils produisent. Ils ont également répondu présent en séries éliminatoires à plusieurs reprises, particulièrement Leon Draisaitl. Je sais que cette année, c'est Connor McDavid qui a gagné le trophée Conn Smythe, mais avant ça, Leon Draisaitl avait une meilleure moyenne de points par match en série que Connor McDavid. Ça vous donne une idée? Non! Le vrai problème chez les Oilers d'Edmonton, celui qui fait en sorte que je suis quand même d'accord avec le fait que ça va être très difficile de mettre une équipe compétitive à 100% pour la Coupe Stanley année après année sur la patinoire, c'est Darnell Nurse, qui, lui, est largement surpayé à 9,25 millions de dollars. Une équipe qui compte sur des contrats comme ceux de McDavid et Leon Draisaitl ne peut pas se permettre d'avoir des boulets et ne peut surtout pas se permettre d'avoir des boulets de l'ordre du 9,25 millions de dollars.
Le problème, à mon avis, est très loin d'être Connor McDavid. Le problème est très loin d'être Leon Draisaitl, même avec sa faramineuse augmentation de contrat. Le problème, c'est des joueurs comme Darnell Nurse, c'est des joueurs comme Jack Campbell à qui on avait donné un beau montant d'argent pour finalement le racheter. Ça risque de faire beaucoup plus mal aux Oilers. Je viens de vous parler des Penguins de Pittsburgh. D'ailleurs, un des autres arguments souvent mentionnés depuis la signature du contrat de Draisaitl, c'est que Sidney Crosby le fait, lui, prendre moins d'argent. Peut-être, mais il y a deux choses très importantes à prendre en considération. Sidney Crosby compte pour 8,7 millions de dollars sous le plafond salarial pour les Penguins de Pittsburgh. Bien sûr, ça peut paraître minime par rapport à son apport sur la glace lorsqu'on regarde les contrats qui se signent aujourd'hui, et c'est vrai. C'est important de se souvenir par contre que lorsque Sidney Crosby a signé son contrat en 2012, il comptait pour légèrement au-dessus de 13 % sous le plafond salarial des Penguins de Pittsburgh. Donc oui, un contrat avantageux pour les Penguins si on compare à McKinnon, à McDavid, à Austin Matthews et Leon Draisaitl, mais pas autant que celui de Nikita Kucherov du côté du Lightning de Tampa Bay. Également, si on exclut Shea Weber, qui est théoriquement pas retraité, mais bon, n'est plus actif proprement dit, Sidney Crosby est le dernier joueur toujours actif de la Ligue nationale de hockey à évoluer sur un contrat de l'ancienne convention collective. Souvenez-vous, ces fameux contrats de 10 ans ou plus où on donnait une majorité de l'argent au début du contrat et de tout petits salaires de base à la fin de ceux-ci pour faire baisser la moyenne du contrat et donc l'impact sous le plafond salarial. Sidney Crosby est sur ce genre de contrat. Lors de ses 3 premières saisons sur ce contrat-là, donc 2012, 2013 et 2014, Crosby touchait 12 millions de dollars par saison, soit 16 millions de dollars en argent de 2024. Et la saison qui s'en vient, la dernière de son entente, il va faire seulement 3 millions de dollars. Les joueurs d'aujourd'hui ne peuvent plus signer ce genre d'entente. Est-ce que Draisaitl l'aurait fait si ça avait été possible? On ne peut pas le savoir. C'est quand même un petit bémol à ajouter au fameux argument de Sidney Crosby qui a pris moins d'argent. Oui, mais il y a quelques nuances. Non, personnellement, la seule chose qui vient un petit peu me déranger lorsqu'on parle de Leon Draisaitl et du fait qu'il aurait peut-être dû laisser de l'argent sur la table pour permettre au DG des Oilers d'aller chercher d'autres joueurs pour aider l'équipe à gagner la Coupe, c'est rumeurs comme quoi lui, Evan Bouchard et Connor McDavid auraient initié une discussion avec d'autres joueurs des Oilers d'Edmonton comme quoi il était important de prendre moins d'argent pour permettre au groupe de rester ensemble le plus possible et de faire du dommage pendant encore quelques saisons. C'était un podcast dans la région d'Edmonton qui avait rapporté ça. C'est pas confirmé si c'est vrai. Effectivement, Léon, lui, de son côté, n'a pas décidé de prendre moins d'argent. Il faut dire par contre que depuis 8 ans, il était un des joueurs qui était les plus belles aubaines dans la Ligue nationale de hockey à 8,5 millions de dollars par saison. En conclusion, donc, je ne pense pas que Leon Draisaitl est surpayé avec son contrat de 14 millions de dollars par saison chez les Oilers d'Edmonton, à moins d'une chute drastique de production, ce que je n'envisage pas de sitôt dans son cas. Et je ne pense pas non plus qu'il va être le boulet qui va empêcher les Oilers d'Edmonton de mettre sur la glace une équipe qui aspire à la Coupe Stanley. Est-ce qu'il aurait dû laisser de l'argent sur la table? Écoutez, je l'aurais applaudi s'il l'avait fait. Ça aurait été très louable de sa part, mais je ne peux pas lui en vouloir non plus de vouloir être payé à sa juste valeur. Mais ça, c'est ce que moi, je pense du nouveau contrat de Leon Draisaitl avec les Oilers d'Edmonton. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Léon aurait dû laisser de l'argent sur la table? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Est-ce que tu penses que Leon Draisaitl est trop payé par rapport à ce qu'il apporte sur la glace? Laisse-moi savoir en commentaire. Comme toujours, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Laisse une mention j'aime si le cœur t'en dit. Et on se reparle lors d'une prochaine vidéo. Ciao!